Alors, bonjour à tous. Bienvenue à notre balado sur les ondes de la Chine. On est accompagné aujourd'hui de Femke Bergsman. Mais avant de commencer notre conversation tactique, j'aimerais juste vous dire pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait le balado? C'est parce que il n'y a plus de journaux locaux livrés à nos portes. Et c'est une des raisons, c'est très difficile de communiquer avec nos citoyens, puis pour que les citoyens sachent que fait leur administration, qu'est-ce qui se passe. On a beaucoup de questions sur le terrain, mais pas toujours les réponses parce qu'on n'est pas là, les élus ne sont pas là partout, on n'est pas là, on ne pouvait pas toujours nous voir. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est inviter des citoyens engagés dans leur communauté, dans différents enjeux qui vous feront découvrir la Chine et comment évoluent les différents projets de la Chine. Alors, bonjour. Bonjour, Maya. Femke. Alors, Femke, je voulais juste annoncer et dire à tous ceux qui nous écoutent, tu es une résidente de la Chine depuis plusieurs années. Mais oui. Et puis, mais tu as étudié en Hollande. Tu es hollandaise, oui, spécialiste. Oui. Vas-y, parle un peu de toi avant que... Mais oui, ça fait très longtemps que je suis ici quand même. Je suis arrivée au Canada en 89, donc ça fait déjà 34 ans. Et c'est une belle coïncidence, en fin de compte, parce que le GRAM, l'organisme pour lequel je travaille, a aussi 34 ans. Donc, je suis arrivée presque jour pour jour au moment que le GRAM a été fondé. Wow! Donc, c'est très drôle. C'est ça, mais avant, donc, j'ai fait des études en musique ancienne aux Pays-Bas, à Utrecht, au conservatoire. Et en fin de compte, c'est mon amoureux que j'ai rencontré là-bas qui m'a amenée au Canada. C'est ça, parce que vous êtes un couple avec Francis Colpron, oui. des Boréades, qui est un ensemble de musique ancienne, médiévale aussi, ou ancienne? Surtout musique baroque. Musique baroque. Oui. Ça, avec flûte et clavecin, violon, oui. Ça. Et puis, moi, quand je t'ai connue, tu finissais ta maîtrise. Oui. Et la maîtrise en environnement, et tu commençais à travailler pour le GRAM. Puis une des raisons pourquoi je dis qu'il faut absolument que Femke vienne à ce balado, c'est que j'ai été vraiment éblouie par votre dernier projet. Ah! Eh oui, l'espace citoyen. Oui. Alors, si tu veux, commence à nous parler de... Parce que je te vois tout le temps dans le petit bureau en avant là, de l'écoquartier du GRAM. Oui. Mais parle-nous du projet que vous mettez en place. Oui, bien ça, c'est une espèce très, très proche à mon cœur. C'est vraiment... je suis très, très contente. Vous savez que le GRAM et l'écoquartier, on est dans un beau bâtiment rénové de façon écologique dans l'est de la Chine. Donc, c'est l'ancien IGA qui a été transformé. Et dans ce bâtiment-là, mais il s'est libéré un grand espace à cause de la pandémie. Il y avait un café familial qui a fait faillite. Et on regardait cet espace avec grande tristesse. Puis, on a eu l'idée que ce serait donc vraiment intéressant d'en faire un espace citoyen. Et on a monté le projet, puis on a eu l'accompagnement de Maison d'innovation sociale. Donc, je suis allée creuser tous les aspects de ce beau projet-là, puis on l'a lancé en pré-ouverture le 30 septembre dernier. Donc, c'est un espace qui est dédié aux citoyens pour travailler la transition socio-écologique. Donc, on veut accueillir des initiatives citoyennes dans cet espace qui vont nous aider, comme société, la chinoise, d'avancer vers la transition qui est tant nécessaire dans ces temps de crise climatique. Et puis, l'idée, c'est aussi que c'est pas nous qui vont tout proposer aux citoyens, mais c'est vraiment les gens qui vont nous proposer leurs idées, leurs activités, leurs intérêts pour faire vivre cet espace. C'est extraordinaire. Et pour ceux qui ne le savent pas, juste le dire que c'est au regroupement, hein, le bâtiment qui s'appelle le regroupement sur la rue Notre-Dame. Oui. C'est là où il y a la garderie, c'est les Frimousses? Oui, la garderie Les Frimousses. Puis c'est entre la 9e et la 8e avenue? Entre la 7e et la 8e. 7e et la 8e 735. Avenue. C'est ça, au côté sud. Et le local, c'est celui quand on rentre directement dans le bâtiment, où en ce moment, il y a un petit café. Mais
vous avez l'intention de le transformer, c'est ça? C'est ça. Donc, en ce moment, en fin de compte, on a déjà, donc en pré-ouverture, on a déménagé les activités de l'écoquartier dans cet espace. L'écoquartier qui est un point de service pour tout ce qui est question environnement pour les citoyens. Donc, on fait plein d'activités déjà en lien avec l'environnement. Ouais. Puis maintenant, ils peuvent venir nous voir dans cet espace-là. On a une petite éco-boutique, on a des dépliants, on fait nos ateliers de couture, on fait des opérations de nettoyage, ils peuvent emprunter des matériels. Donc ça, c'est déjà dans l'espace. Donc là, on commence avec ça. Puis maintenant, on veut former un comité citoyen qui va nous aider à l'animer. C'est super. Alors, tous les citoyens de la Chine qui nous écoutent, si vous êtes intéressés à participer à la transition écologique, comment tu avais dit ça, le mot? Socio-écologique. Socio-écologique. Contactez le GRAM, contactez Femke qui travaille là-dessus. Puis je sais que là, quand j'étais à La Réunion, vous cherchez des divans pour que l'endroit soit agréable. C'est sûr qu'il y a un aménagement à faire. Donc, peut-être attendez un petit peu avec les divans parce qu'on a un designer qui doit rentrer dans tout le processus pour nous aider à bien concevoir la totale parce que c'est un espace qui a beaucoup de fonctions. Comme vous dites, tantôt, quand on rentre dans le bâtiment, c'est là, dans cet espace-là qu'on rentre. Donc, on a plein d'autres locataires dans le bâtiment. Donc, leur clientèle rentre aussi par là. Donc, on a une réception en même temps que cet espace-là. Mais c'est assez grand. Donc, on veut faire un aménagement vraiment modulaire qui va nous permettre d'assumer toutes les fonctions qu'on prévoit. Oui, puis le soir, il n'y a personne. Oui, c'est ça. Alors, le soir, c'est vraiment... tout le bâtiment vous appartient, on pourrait dire. C'est ça. Donc, on peut imaginer plein de choses. Il y a une cuisine aussi. Il y a une cuisine en arrière. Il y a des salles. Ça peut être vraiment, vraiment... vraiment bien. Puis moi, je trouvais que ça manquait beaucoup à la Chine, cet espace citoyen de création. Et d'ailleurs, vous avez déjà une proposition d'activité. Oui, c'est tout nouveau. En fin de compte, j'espère qu'Yvon ne va pas être choqué quand peut-être qu'on ne devrait pas en parler. Peut-être OK. Disons, laissons la surprise on ne va pas trop dévoiler les initiatives citoyennes. Non, mais si les gens sont curieux, il faut juste me contacter, puis ça me fait grand plaisir d'en parler et de les recevoir. On va avoir une prochaine rencontre avec le comité aussi, s'ils veulent se joindre à nous. C'est quand Je prévois le faire le 14 novembre prochain, au mardi soir. Donc, on va, c'est ça, tout le monde qui est intéressé, qui pense, qui veut en savoir plus ou c'est vraiment... 14 novembre, à quelle heure? À 17h30. D'accord, super. Merci. Puis, Femke, parle-nous aussi du GRAM. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée à la Chine, j'entendais parler du GRAM, EcoQuartier. Je me disais, c'est quoi ça? C'est quoi ce groupe-là? Mais plus que je suis à la Chine, plus que je vois, plus que je suis à la Ville-Centre, plus que je vois l'importance de cet organisme-là qui a maintenant une renommée non seulement à la Chine, mais dans l'ouest de l'île. Vous aidez à planter les arbres un peu partout, à Dorval, dans Pierrefonds, en tout cas. Oui, Beaconsfield, Dollard des Ormeaux. Alors, on est rendu un peu partout dans l'ouest de l'île. Puis aussi, vous déposez beaucoup de mémoire. Vous aidez à faire avancer des projets de transition écologique depuis longtemps. Dernièrement, vous avez déposé un mémoire sur l'eau, sur le futur de l'eau à Montréal. Vous avez déposé un projet sur... c'est le GRAM qui a fait le rapport sur le tramway de la Chine, qui a aidé à inscrire ce projet dans le budget du ministère des Transports du gouvernement du Québec. C'est quand même... Oui, on est très fiers de ça. Et aussi votre directeur, Jonathan Théoret, qui était directeur pendant peut-être plus de 10 ans, peut-être 11 ans, mais maintenant il est rendu au bureau de la transition écologique de la Ville de Montréal et qui nous a présenté récemment au comité exécutif le rapport de décarbonisation des bâtiments pour la Ville de Montréal. Alors, petit organisme qui brasse beaucoup et qui va loin. Puis tu pourrais peut-être nous parler des initiatives là, qui, toi, te plaisent ou des choses que...
Ben, c'est juste pour la petite histoire. Le GRAM, oui, comme je dis, c'est quand même très ancien pour un organisme environnemental. Ouais. Le GRAM, d'ailleurs, ça veut dire Groupe de recommandation et d'action pour un meilleur environnement. Donc, on est un OBNL environnemental et ça a commencé comme un groupe étudiant, plus de recherche. Donc, c'était vraiment plus scientifique. Et tranquillement, ça s'est transformé dans un groupe plus communautaire, local, active aussi sur le terrain, notamment en s'installant à la Chine. Ils ont vraiment pris le pari de travailler avec l'arrondissement. Et depuis 2011, donc on a le programme Écoquartier qui est là pour les citoyens. Donc, on est très fiers. Mais c'est pas juste ça. Donc, le programme Écoquartier, c'est une des activités du GRAM. Mais à côté de ça, comme tu disais, on plante énormément d'arbres. Donc, on a un grand département de verdissement, de plantation. On a aussi un département d'éducation. On va dans les écoles. On a plusieurs programmes éducatifs qu'on fait avec les primaires, les secondaires, même avec les tout-petits dans les garderies. On a le programme Lecteur en herbe qui est super mignon. Okay. On va faire de la lecture sur des sujets environnementaux avec les jeunes, souvent dehors d'ailleurs, pour qu'ils voient les arbres, ils voient les fleurs, ils voient les insectes. Donc, c'est vraiment, tu sais, on essaie d'intervenir à tous les niveaux. En plus de faire donc l'influence, d'écrire des mémoires, de participer à des consultations. C'est assez large comme organisme. Non, c'est bien. Puis pour les citoyens mais qui veulent savoir, tu sais, qui veulent planter un arbre, par exemple, tu sais, je sais que vous avez des arbres vraiment pas chers, hein, des arbres de 100 $ que vous vendez à 25 $. Oui. Ouais. Non, ça, c'est des beaux programmes. D'ailleurs, ça, c'est un programme qui vient avec le programme Écoquartier. Ça s'appelle Un arbre pour mon quartier. Donc, les Lachinois, on a 2 campagnes pendant l'année, au printemps, puis à l'automne. On a la campagne ouvre, puis les gens peuvent commander leur arbre en ligne. Tu sais, le site, c'est super facile. Là. Ils ont juste à choisir leur arbre, ils payent en ligne, puis l'arbre est livré. Il y a une date de livraison, puis ils peuvent aller le chercher dans notre pépinière. En fin de compte, notre pouponnière, on peut dire. C'est pas un pépinière. On plante, c'est ça. On ne fait pas pousser les arbres, mais c'est là qu'on entrepose nos arbres. Ouais. Donc, puis c'est génial parce que ça permet à beaucoup de gens de planter un arbre à petits frais. Et puis, on a même des services de plantation si les gens trouvent ça trop difficile. Oui, parce que vous pouvez assister planter l'arbre pour la personne, parce qu'il faut creuser un trou, c'est pas si facile que ça. Là. Non, ça peut être encore... on peut avoir un petit trou, non? Ouais. Puis vous avez planté aussi beaucoup d'arbres dans le parc industriel, là où la ville ne peut pas aller, parce que c'est des terrains privés, mais le GRAM peut y aller. Oui, parce qu'on a un autre programme qui s'appelle Ici on verdit, qui est dédié aux entreprises et commerces et institutions, et qui permet donc ces entités-là de venir nous voir, dire que, OK, nous, on aimerait ça avoir des arbres sur notre terrain, puis là, on peut leur proposer des plantations clés en main, grâce à notre collaboration avec la Sauverdi, qui est l'organisme de verdissement de la ville de Montréal. Puis, aurais-tu le chiffre? Sais-tu combien d'arbres vous avez plantés les dernières années? Ça doit... Oh mon Dieu, mais il me semble qu'on a dépassé le 1500 arbres récemment. Oui. Oui. En combien d'années? Juste en quelques... Depuis le début de Ici on verdit. Oui. Dans le domaine privé. Alors, 1500 arbres à la Chine dans le domaine privé. Oui. Quand même. Oui. Quand même. Oui, c'est beaucoup. Puis, parce que Ici on verdit, le programme a commencé quand moi, j'ai commencé au GRAM environnement. Environnement, mon Dieu. Oui. C'est le beau lapsus. Oui. Donc, ça fait à peu près 7 ans que... Okay. Alors, en 7 ans, 1500 arbres. Oui. Wow. Oui, c'est quand même beaucoup. C'est bien. Puis, je pense qu'il y a quelque chose que je voulais qu'on en parle parce que vous étiez les premiers à le faire. Le GRAM avait proposé, on veut mettre une partie du bord de l'eau un peu en friche. On va planter des plantes indigènes, puis ça va être un peu sauvage. Puis je me rappelle, j'étais comme, quoi? On va faire... Et puis après, j'ai vu que ça se faisait un peu de plus en plus à travers Montréal, que c'était bon pour la biodiversité, ça attirait les abeilles, parce que le gazon, c'est pas mal...
C'est une monoculture, en fin de compte, si on regarde bien. Ça, c'est juste une plante qui pousse, donc c'est vraiment pas très intéressant pour les insectes et les autres organismes. Donc, de diversifier le gazon avec d'autres choses, c'est très bénéfique pour tous les autres organismes qui vivent autour. Tu sais. Et ça peut, attirer les pollinisateurs qui sont en déclin et puis aussi aider les plantes indigènes qui vont se faire qui ont beaucoup de concurrence des espèces exotiques envahissantes qui sont maintenant vraiment, qui font partie de notre flore et que malheureusement, qu'on doit vraiment faire attention, qu'ils ne vont pas prendre toute la place parce que c'est des espèces qui sont très agressives, qui poussent vite et qui n'ont pas de prédateurs dans notre écosystème. Donc, c'est très important de planter des plantes qui sont d'ici puis qui s'établissent bien pour garder les sols. Qui sont fortes, puis qui ont des grandes racines, puis qui gardent notre sol, qui protègent notre sol d'érosion. Oui, aussi. Puis qui vont donc vraiment garder cette diversité qu'on a besoin. Parce que ça aussi, les espèces exotiques envahissantes, comme par exemple le roseau commun qu'on voit beaucoup sur les bords d'autoroute et sur les bords d'eau, mais c'est très... ça fait encore une monoculture. Donc, c'est juste une espèce qui peut pousser là, puis toutes les autres espèces n'ont plus capables. Puis on en a un peu le long de Père Marquette. Oui, je le sais. Je l'ai déjà dit d'ailleurs. Plusieurs fois. Tu l'as dit à plusieurs reprises. J'en ai parlé plusieurs fois, mais elle n'est pas encore là. On me dit que c'est très, très difficile à enlever. Il faut l'enlever au complet avec les racines. Il faut creuser. Mais peut-être on doit refaire tout le bord de l'eau dans ce coin-là. Hein? Oui, c'est vrai. Puis ça appartient, en fait, toute cette section-là, ça appartient à Parc Canada. OK. Puis il faudrait peut-être parler avec Parc Canada comment on va refaire cette partie-là du bord de l'eau. Est-ce que vous avez une bonne écoute avec Parc Canada? Oui, on a une très, très bonne écoute avec Parc Canada. Là. Oui, il y a John Festerini, là, qui est le nouveau directeur du canal de la Chine. Là. Il est vraiment, vraiment très ouvert et on fait des projets avec eux en ce moment. Là. Mais toute cette zone-là va devoir être faite parce que notre piste cyclable qui est là, piste piétonne, en fait, qui part. Oui, ben oui. Qui part. Alors, il faut discuter avec Parc Canada pour voir comment... Il va falloir probablement la déplacer. OK. Donc, la piste va être déplacée, puis on va planter des plantes indigènes. En tout cas, on verra comment on fait. Puis je pense qu'il y a aussi il y a toute une question de comment on va aménager le bord de l'eau. Tu sais, promenade Père Marquette est dans l'ouest. Oui. En ce moment, on va faire une partie dans l'ouest, là, qui est dans les plans. On n'a encore pas eu le permis à temps du ministère de l'Environnement pour le refaire. Cet hiver, cette année, on devait faire plus de 100 mètres là, cet hiver, avant l'hiver. Oui. Mais ça va être retardé encore. Okay. En tout cas, bref. Mais il faudrait avoir, comme on a un plan pour le parc nautique, là, on sait pour le nouveau parc riverain puis pour le parc René-Lévesque, les plans sont en cours pour le verdissement. Mais après ça, on va falloir s'attaquer sur toute la promenade riveraine qu'on a le long de la Chine pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Oui. Ou mettre les plantes indigènes, ou laisser dépercer pour quand même profiter du fleuve. Si on ne veut pas que ça soit tout végétalisé, on veut quand même voir de l'eau. Bien, je pense que c'est un choix judicieux à faire. Quelle sorte de plantes on va planter. Tu sais, il y a des arbustes qui sont plus basses, qui nous permettent quand même de voir l'eau, qu'on peut utiliser. Puis, je pense que ça va être très intéressant. Puis des plages naturelles, là, c'est juste du gravier, comme on a un peu plus dans l'ouest, c'est super beau. Là. Alors, il faut vraiment... réfléchir. Puis en ce moment, il y a beaucoup d'arbres sauvages, là, comme les peupliers qui poussent. Là. Alors, ça aussi, il va falloir... falloir y voir. Mais vous étiez précurseur dans les zones, comment on les appelle? Nous, on les appelle les écrans végétaux. Les écrans végétaux, mais il y a aussi les tontes différenciées. Oui. Alors, vous avez commencé dans l'Ouest autour de c'était pas Stony Point. Oui. Puis après, nous, on a décidé, suite à votre initiative, qu'on allait faire une grande zone qui allait être naturalisée. Ah oui? Oui. À Stony Point aussi. C'est tout le long maintenant. Et puis, on l'a fait aussi le long de William McDonald. On a laissé pousser l'herbe folle là, pour les abeilles. Oui, j'ai vu ça l'autre jour. Alors, je pense qu'il y a une autre zone, maintenant, j'oublie où. Mais en tout cas, on avait 3-4 zones où on a laissé l'herbe pousser.
C'est ça, on laisse pousser les plantes qui viennent naturellement. Puis ce qui est vraiment intéressant, quand on fait ça, il y a des belles plantes pour les pollinisateurs qui viennent, notamment la verge d'or, c'est les plumes jaunes, les petites astères d'Angleterre, là, les petites fleurs mauves, là, ils viennent souvent assez rapidement quand on laisse ensauvager. Puis ce sont des excellentes fleurs pour les pollinisateurs. Puis pour ceux qui nous écoutent, là, qui ne savent pas que les abeilles, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais les abeilles, on en a absolument besoin parce qu'ils pollinisent nos arbres fruitiers, hein, les pommes, les poires, les prunes, tout. Tout, les raisins, tout. Alors, s'il n'y a pas d'abeilles, on n'a plus de fruits, puis il y en a de moins en moins. Alors, c'est très important de les garder. Puis, on faut aussi penser que c'est pas juste les abeilles qu'on voit dans une ruche. Les abeilles, il y en a beaucoup de sortes. Il y a les abeilles sauvages qui habitent aussi dans ces parcelles plus sauvages, qui habitent dans le gazon. Et puis, oui, et qui ont besoin de ces espaces-là aussi pour faire leur nid et tout. Donc, c'est vraiment... c'est ces abeilles-là qu'on a besoin pour toute notre flore sauvage, puis pour les pommiers, puis les fruitiers et tout ça aussi. T'sais, les abeilles domestiquées, on les utilise plus dans les champs. Les fermiers vont avoir des ruches à côté de leurs champs pour polliniser leur culture de légumes. Mais c'est ça, c'est ces autres abeilles, il y en a énormément. Puis ça, c'est pour les fleurs. On en a même besoin pour les fleurs. Voilà. Si on veut des fleurs, on a besoin d'abeilles. C'est aussi, ça. OK. Absolument. Okay. Puis est-ce qu'il y a quelque chose, Femke, que tu aimerais nous dire? Y a-t-il un message? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec les Lachinois? Quelque chose où tu veux me poser des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que... Oui, ben c'est ça. Moi, c'est ça. Quand on s'est parlé tantôt, on a dit qu'on va parler un petit peu des parcs et des déchets. Oui. Parce que bien sûr que, tu sais, dans mon travail à l'écoquartier, on est très confronté à ça. On organise des opérations de nettoyage. Puis, je suis toujours comme estomaquée de voir que dès qu'on arrive dans un parc, le recyclage prend le bord. Tu sais, même s'il y a 2 bacs, on regarde dans le bac de recyclage, il y a la même chose dans la poubelle. C'est comme... Si comme les gens n'étaient plus capables de faire le tri une fois rendus dehors, ça m'estomaque. Là. C'est comme, comment ça se fait que c'est si difficile quand tu n'es pas chez toi de juste mettre ton plastique dans le bac de recyclage et ton cœur de pomme, peut-être, bon, tu pourrais même le jeter dans le parc. Là. Au pire, oui. Oui, puis très simplement, de faire le tri comme on le fait à la maison. Pourquoi? Il y a une confusion, une très, très grande confusion, là. Parce que ça prend... Moi, je regarde souvent. Dans les bacs. Puis même quand je voyage dans d'autres pays ou si je vais à Toronto, là, je regarde. Est-ce que c'est mieux chez eux, là? C'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. Tout est mélangé. Oui. Puis souvent, mais c'est vrai, quand on voit que tout est mélangé, bien, ça finit aux poubelles, hein, parce qu'on va pas envoyer les poubelles au recyclage. Non. Puis je pense que quand les gens regardent, bien, ils voient que c'est mélangé. T'sais, alors, ils jettent. Puis souvent, j'ai vu dans les parcs, là, si la poubelle est pleine, bien, ils vont le mettre dans le recyclage. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça qui arrive aussi, là. Oui. Mais moi, il y a ça qui me dérange, mais c'est surtout les gens qui jettent les choses par terre. Ça, tous les jours, je le vois, là, puis j'en ramasse un peu, mais c'est comme un enfant qui fait pas sa chambre, tu sais, qui laisse traîner ses choses, mais dehors, non, puis c'est très dangereux, en fin de compte, parce que ces déchets qu'on jette par terre, mais ils sont amenés par le vent dans l'eau. Et c'est là que ça commence vraiment à être un grand problème, parce qu'on a tellement de pollution dans l'eau. Oui. Mais tout le monde a déjà entendu la phrase que dans 2050, on aura plus de plastique que de poissons dans l'océan, mais ça commence. C'est quand même... C'est pas tout à fait faux, là. Si on fait pas attention, ça pourrait bien arriver parce que on a une grande pollution plastique, puis on doit arrêter ça. On doit vraiment finir de jeter des choses n'importe où, n'importe comment. Puis on n'est pas proche. On n'est pas proche. Puis, tu sais, moi, ça m'avait frappé longtemps. Quand j'étais plus jeune, quand je faisais un projet avec les enfants, il y avait quelqu'un qui est venu parler qui était un peu la Femke, mais d'une autre époque, là, qui m'avait fait une présentation de juste un élastique
comment ça peut littéralement comme clouer un bec d'un oiseau, les empêcher de voler, comment, tu sais, le plastique se prend dans leur gorge, ils meurent. C'est très, ça tue beaucoup de faune et de flore. Alors, mais il y a un programme provincial qui s'en vient pour le recyclage avec la consigne. Moi, je me suis battue beaucoup pour que la consigne passe. Et puis là, elle va être effective tu disais en 2027 seulement? En fait, pour la consigne, j'avais compris que ce serait la fin de 2023. Là, on y est. Là, donc, si ça n'arrive pas bientôt, peut-être que ça va être le début de 2024. Je l'espère fortement. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle parce que là, ce qui va être consigné, ça ne va pas être juste ce qu'on connaît maintenant, mais tous les contenants de boissons. Donc, aussi les bouteilles en plastique, puis ils vont être toutes au même niveau d'argent. L'argent qu'on reçoit de retour, c'est 10 sous pour chaque contenant, n'importe quelle sorte. Alors qu'ils soient en aluminium, qu'ils soient en verre, qu'ils soient en plastique, en carton. En carton aussi? Le carton, je pense que ça s'en vient un peu plus tard. Il y a des phases, là, mais on commence avec le métal et le plastique. Le verre et le carton vont s'ajouter. Et puis, les grands formats aussi, c'est 20 sous, 25 sous, je pense, qu'ils vont recevoir. Ah oui, ils vont quand même mettre les grands formats. Ah, je suis contente d'entendre ça. Parce que quand c'est 17, moi, j'aurais aimé que ça monte à 25 sous. Parce que comme ça, il n'y en aurait pas de canettes par terre. Il n'y aurait pas de bouteilles par terre. Les gens l'amèneraient parce que ils feraient, tu sais, avec... là, il faudrait prendre 10 bouteilles pour faire $1. Mais si tu avais 4 bouteilles pour faire $1, je pense que ça serait plus intéressant de ramasser. Quand même. Oui, puis juste pour rappeler comment c'est important la consigne, parce que ça nous permet de faire du beau recyclage. Jonathan disait toujours ça. On veut du beau recyclage. C'est propre, parce que tu as tous les contenants dans le même matériel, donc tu n'as pas de contamination, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de mégots, cigarettes. Tout va être pris ensemble, puis on va avoir un recyclage qui vraiment... C'est ça, c'est beaucoup plus facile. C'est sélectif, c'est comme où on trie, où on met le plastique ensemble, on met le verre ensemble, on met le métal ensemble, parce que quand tout est mélangé, c'est contaminé et ça a une moins grande valeur. C'est ça, il est important. Donc ça, c'est vraiment le fun. Puis on l'attend avec grande impatience. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenants. Puis moi, j'ai hâte de voir s'il va y avoir moins de bouteilles jetées dans les buissons, parce que vous faites beaucoup de corvées de nettoyage, puis j'en ai fait avec vous. Il y en a. Il y en a toutes sortes de bouteilles de jus de jeter dans les buissons. Alors, ça, puis les mégots. Ça, c'est l'autre déchet qu'on trouve tout le temps. C'est énorme, là, la quantité de mégots. Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit vraiment commencer à dire que non, ça, ce n'est plus possible. Arrêtez de jeter vos mégots par terre, ça va être pas bon. Je pense que les gens pensent que ça se désintègre, un mégot. Ils pensent que c'est en papier, mais c'est en plastique. Le bout, il y a un petit morceau de plastique, et ce bout de morceau de plastique se retrouve dans les océans, dans l'eau, dans le fleuve. Et encore une fois, ça contamine. Énormément. En fait, même plus qu'on pense, parce que ce petit filtre en plastique, en polyvinyle, il est plein de toxines. En plus, donc ça peut contaminer des litres et des litres, des milliers de litres d'eau. Ah ben oui, parce qu'il filtre les toxines de la cigarette. Alors, il est rempli de toxines. C'est ça qui est dans l'environnement. Donc, c'est vraiment pas joyeux comme déchet. Non. On veut le retirer. Puis, il y a des programmes de recyclage pour les mégots qui existent à Montréal. Il y a le programme Zéro Mégot, donc c'est vraiment fantastique. Nous, on les ramasse, puis on leur donne pour le recyclage. Donc, c'est possible de les recycler. Wow! Donc, c'est vraiment aucune raison pour les jeter par terre. C'est excellent. Puis, tu me disais qu'il y a quelque chose qui aurait arrivé en 2027. Ça, c'est quoi qui... Oui, bien, c'est récemment, j'ai eu une rencontre avec des gens de la Ville de Montréal qui ont fait le bilan de 2022. Puis j'ai compris qu'à partir de 2027, le recyclage va être élargi vers des matières que maintenant on n'accepte pas encore, comme par exemple le plastique numéro 6, le fameux styromousse, va être accepté dans le bac.
des sacs de croustilles vont être acceptés dans le bac. Alors là, j'étais très surprise d'entendre ça. Alors, ça va être encore plus mélangé qu'avant. Oui, c'est ça. Je me demande vraiment si c'est une bonne nouvelle. OK. En tout cas, moi, je sais que bientôt, ça va être les producteurs qui vont avoir la responsabilité de faire le recyclage au complet. Oui. Alors, de produire le contenant et d'en assurer la fin de vie. Alors, ils vont devoir payer pour l'ensemble du processus. Mm-hmm. Et puis, espérons qu'ils vont changer le matériel utilisé pour qu'il puisse être recyclable, puis qu'ils vont aussi adapter la manière dont ils vont collecter et dont ils vont trier. Je pense que, parce que s'ils doivent faire quelque chose après avec le recyclage, mais il va falloir qu'ils fassent que le système marche. Oui. Mais oui, les centres de tri, ils doivent être vraiment adaptés s'il y a encore plus de matière à séparer. Absolument. Moi, ça me surprend énormément comme nouvelle. Hein, de ce oui, mais peut-être que la collecte va être différente rendu là. Peut-être que, en tout cas, ce qu'on voit dans d'autres pays, en Europe notamment, moi j'ai pris des photos en Italie. Je cherche les poubelles. Puis, tu as déjà une séparation entre papier et plastique vers métal, par exemple, qui m'a l'air très facile à faire, qu'on pourrait, selon moi, instaurer ici, puis qu'on aura une meilleure qualité. Mais il y a une grande papier. Résistance, il y a une très, très grande résistance à le faire, parce que même quand le verre rentre dans le papier, dans le plastique, mais ça contamine le tout. Oui, on peut nettoyer et trier, mais ça coûte de l'argent. Alors, qui va payer pour tout défaire quand on pourrait l'avoir propre et séparé? Comme le verre propre, séparé, cassé ensemble, on peut le réutiliser. Mais le verre qui est mélangé avec d'autres choses n'est pas réutilisable que pour faire du gravier ou du sable. Mais il ne peut pas être retourné en verre. Alors, pour moi, je sais que c'est pas mon dossier à la ville. C'est pas... j'étais dans le Zero Plastic Waste où j'ai vu... D'après moi, ce qu'on devrait faire, j'aurais aimé continuer, mais on ne peut pas tout faire dans la vie. Là, alors, Mais le zéro plastique, c'est quand même intéressant parce qu'on a de plus en plus, là, on a un règlement sur les plastiques à usage unique. Donc, déjà, ça, c'est quand même un pas dans la bonne direction. Un petit pas dans la bonne direction, oui. Donc, avec celui qui a interdit les sacs au premier, mais là, je pense que c'est avec un peu d'ajustement. Au moins, on voit que les restaurants font un effort. Puis aussi, je pense que dans les épiceries, il n'y a plus de sacs en plastique. C'est quand même bien parce que quand on va en Ontario, puis surtout aux États-Unis, il y a plein de sacs en plastique. Là, on ne se gêne pas de sortir. Alors, je vois la différence. On a oublié que c'était un grand pas en avant qu'on a fait en bannissant les sacs en plastique parce qu'ils se retrouvaient dans l'environnement. Oui. Ça, c'est parce que c'est tellement volatile, c'est vraiment problématique. Puis ça a l'air une méduse une fois que c'est dans l'eau. Et c'est mangé par des tortues, puis elle meurt après. Oui, non, on ne veut pas le savoir. Écoute, on ne veut pas le savoir. Donc, arrêtons juste d'utiliser des choses sacs en plastique, des sacs. C'est bon. Ça. On en fait des très beaux avec nos couturières à notre écoquartier. Ah oui? En tissu récupéré. Ah ben oui, j'ai plusieurs sacs de l'écoquartier. Puis il y a aussi un programme que vous donnez, puis c'est un arbre pour un enfant, pour une nouvelle naissance. Est-ce que c'est vous qui gérez ce programme-là non, ou c'est vous? Ah, c'est nous? OK. Oui, alors, un arbre par naissance. Alors, ceux qui veulent avoir un arbre peuvent en procurer un. Puis je sais qu'il y avait plusieurs personnes m'ont demandé, tu sais, les personnes qui sont décédées, ils voudraient avoir un arbre planté en leur honneur, en leur mémoire. Oui. Et puis j'aimerais tellement qu'on puisse faire ça. Ben oui. Et puis je l'ai promis déjà à 2 personnes qu'on allait le faire. Alors j'aimerais qu'on avance là-dessus. Je sais qu'on a toute une politique de commémoration maintenant à la Ville de Montréal. Alors, il faudrait savoir comment on pourrait l'inscrire. Peut-être qu'on pourrait... Ouais. Moi, mais justement, on a le terrain derrière le couvent des Sœurs, là, l'ancien terrain des Sœurs de Sainte-Anne. Oui. Mais on avait déjà, sur leur terrain, les sœurs avaient déjà planté quelques arbres en mémoire d'autres sœurs. Et puis, ça serait peut-être un beau terrain pour faire ce genre de plantation. Là. Autour du cimetière des Sœurs. Oui. On pourrait avoir des arbres à la mémoire de...
Oui. Oui, parce qu'on a acquis un immense terrain en arrière. Oui, j'en suis tellement qui va contente. devenir un terrain d'agriculture urbaine et de jardin collectif. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Ça, c'est un super projet. Je suis tellement contente que ça se réalise, là. Oui. Puis l'année prochaine, on amène l'eau. On a donné le contrat avec des bacs surélevés pour les gens qui ne peuvent pas se pencher. Puis on sait que la terre est très propre. C'est déjà tout... c'est du sol A. Alors, on va pouvoir y aller. Les enfants vont pouvoir glisser sur la butte aussi. Il y a une grande butte. Ça, pour ceux qui se demandent, c'est entre le couvent des Sœurs et la rue Dovecourt. Oui. Alors, c'est vraiment, en ce moment, c'est comme enclavé. Les gens ne savent même pas qu'il y a ça. Oui. Tu sais, c'est entre le cimetière et la rue Esther Blondin. Voilà. Et ce terrain-là, qui est maintenant clôturé, l'année prochaine, il va vraiment être ouvert et ça va être un nouveau parc. Oui, non, ça, c'est fantastique. Puis, en fin de compte, ce terrain-là, il retourne à son ancienne vocation. C'était la ferme des sœurs. C'est là qu'elles cultivaient leurs légumes et tout ça. Et les sœurs regardent par la fenêtre. Elles ont très hâte de voir de l'activité dans ça. Puis, le cimetière appartient maintenant à la ville. Le cimetière des Sœurs appartient à nous. C'était l'entente qu'on a fait avec les Sœurs. C'est qu'ils nous donnaient tout l'espace vert en arrière pour $1 en échange qu'on s'occupe de leur cimetière. Alors, on est une des rares villes qui va s'occuper d'un cimetière. Mais on est très, très heureux de le faire. C'est une très belle entente, vraiment. Je suis très heureuse aussi parce que nous, on intervenait déjà dans le verger qui est juste au sud de ce terrain-là. Et puis, c'est un verger centenaire. Il est magnifique. Il y a des beaux arbres là-dedans. Puis, on aimerait beaucoup la revitaliser puis ajouter d'autres arbres. Puis, on en fait déjà. C'est 1 fois, 2 fois par année, on y va avec les gens pour cueillir les pommes. Parce que même si les arbres ne sont pas très entretenu. Il y a quand même une belle récolte de pommes à faire à chaque fois. Puis cette année, ça a été encore un grand succès. Oui, hein? Oui, parce que ça, je me demandais, parce qu'il y a quand même des grands pommiers là, qui produisent. Oui, énorme. Puis est-ce que c'est vous qui avez planté des nouveaux arbres? Oui. Oui, hein? Oui. Okay. C'est ça, je pense que en 2018 ou 2019, on a eu une subvention pour pouvoir faire un peu de travail sur le terrain. Donc, on a planté quelques arbres. On a aussi planté une plate-bande pour pollinisateurs. Et puis, mais c'est ça, avec la pandémie, des choses... Ça, puis moi, je me rappelle que le GRAM a fait dans le plan directeur de la maison mère, de la transformation de la maison mère, mais vous voulez vraiment en faire comme une petite ferme urbaine, là. Peut-être avoir des poules, avoir des lapins. Ça serait vraiment chouette parce que là, il va y avoir du logement social en arrière. En avant, ça va être du logement abordable pour famille. Mais tout le terrain vert, les grands arbres en avant sur Provo, les arbres sur le côté et le terrain vert en arrière, ça va tout être public. Oui. Alors, puis là, les gens, ça serait le fun avec d'Albévio. En tout cas, on pourrait faire un programme de... une fois que ça part, là, qu'on a le verger, qu'on a le jardin communautaire, on pourrait aussi avoir peut-être des poules. En tout cas, on peut rêver un petit peu parce qu'on a un immense terrain. Oui, non, ce serait magnifique. Puis on peut vraiment, justement, ce serait la vocation ferme qui revient parce qu'on peut produire les légumes pour les lacs chinois sur place. Déjà, avec le programme Le Petit Marché. Oui. On a des légumes qui poussent à la Chine, qui sont vendus dans ce petit marché-là. Oui, des légumes qui poussent à Dovecourt. Oui, c'est super. C'est super. C'est des bons légumes, là. Il y a de la roquette, puis il y a des aubergines, puis des courgettes. Puis puis j'adore. Moi, j'en achète souvent au petit marché. Puis je dis, voici, quand je sers à des invités, je dis, c'est des tomates de la Chine et des légumes de la Chine. Puis c'est vraiment, c'est fait par la communauté. C'est eux qui s'en occupent. Et Concordia, hein. Concordia est toujours partenaire là-dedans. Oui. C'est ça, c'est un professeur de l'Université Concordia qui a pris l'initiative de fonder, en fin de compte, une petite coopérative qui s'occupe de ça ensemble avec le comité de vie de Dovecourt. Oui, il y a une serre. Oui, ils ont une serre, puis ils font une belle production déjà dans leur jardin, là. Puis si on peut agrandir ça, puis avoir encore plus de production... parce que ça va être proche. Il va y avoir la serre est tout proche, tout près du nouveau jardin. Oui. Voilà. Alors, puis je sais que, en tout cas, puis le jardin Caria aussi qui participe. En tout cas, il y a toute une collaboration entre les gens qui
qui cultivent sur l'île de Montréal. Oui. Et même, j'ai appris qu'il y avait des gens qui cultivaient, qui allaient ramasser les arbres qui sont un peu, tu sais, les arbres fruitiers. Oui, qui sont délaissés. Qui sont délaissés. Oui, oui, ça s'appelle les fruits défendus. Oui. Oui, ça c'est un organisme vraiment chouette. Et ils vont faire ça, ils vont faire la cueillette chez des gens qui ne peuvent pas ou ils ne veulent pas cueillir eux-mêmes les fruits sur leur terrain, ou aussi cueillir des arbres sur le terrain public. Tu sais, parfois, il y a des fruitiers qui sont le long des rues et tout ça, qu'on peut aussi cueillir. Et puis, leur principe est vraiment le fun parce qu'ils donnent un tiers de la récolte aux bénévoles qui récoltent, un tiers à l'organisme ou aux propriétaires des arbres, et l'autre tiers, c'est pour la communauté. Alors, nous, on va devoir savoir qu'est-ce qu'on va faire avec notre verger, parce que bientôt, le verger aussi va nous appartenir. Ben oui. Alors, on va devoir s'en occuper, puis savoir partager les pommes. Absolument, mais ça nous ferait grand plaisir de travailler avec la ville là-dedans. En tout cas, super. Oui, on a hâte. Alors, bientôt, on a fini. Alors, j'aimerais juste, si tu veux, qu'on pourrait... Déjà, ça va vite. Ouais. Si tu peux nous dire... Comment de rejoindre le Gramme, si les gens veulent s'impliquer, si les gens veulent s'impliquer dans le jardin communautaire, s'ils veulent s'impliquer. Parce que vous avez aussi un jardin sur le toit. Oui, au oui, Gramme. On n'en a même pas parlé. Oui, justement. Donc, c'est pour l'écoquartier, c'est ça. On a plusieurs opportunités de bénévolat. Donc, si vous voulez, c'est ça, vous voulez savoir plus sur le Gramme ou sur l'écoquartier, venez nous voir au 735 rue Notre-Dame déjà, donc juste en jaser, puis on a un petit carton qui résume nos activités, puis aussi, on est un point de dépôt, vous pouvez apporter vos vieux électroniques, vos plastiques 6, vos batteries, etc., etc. Et pour le bénévolat, donc oui, on fait les ateliers de couture une fois par mois. On a le jardin sur le toit, notre bâtiment qui a un super toit vert avec un jardin potager. Une pergola aussi, une super pergola avec des chaises, des belles chaises. Oui, le jardinage est maintenant fini, on est en novembre, mais on va faire des sessions de tri de semences bientôt dans nos locaux, donc dans notre espace, en fin de compte, ça va avoir lieu là, pour trier des semences pour la bibliothèque de semences qui est au Bibliothèque Sorbello. Ça, c'est une belle collaboration. Oui. Ben oui, les gens peuvent venir juste prendre une plante puis la planter chez eux. Ça aussi, il y a des boutures, mais aussi des sachets de semences pour le jardin. Donc, nous, on récolte les semences sur le toit et on reçoit aussi des dons de semences de plein de personnes. On les trie, on les met en sachet, puis ils vont être dans la bibliothèque. Puis pendant l'année, les gens peuvent venir chercher leurs semences à la bibliothèque gratuitement. Ils ont le droit à 4 sachets par mois, je pense. Puis, super! Alors, si on veut, on peut faire un jardin gratuit. Oui, absolument. C'est ça. En plus, à la dernière... est-ce que je peux parler du défi fleuri? Ah oui, le défi fleuri, on n'en a pas parlé. Non. Oui, vas-y. C'est un concours qu'on a fait pour la première fois cette année. Donc, les gens pouvaient participer. Il fallait faire un jardin pour pollinisateurs sur son terrain ou sur son balcon. Ça pouvait être tout petit, dans des pots, ou très grands aussi. Des gens, il y en a de toutes sortes. On a eu plusieurs participants. Donc, on leur a donné des tips. On a fait des blogs, on a fait des publications pour aider les gens à choisir les plantes, voir, que ça soit sans pesticides. Et puis, ça attire les pollinisateurs, qui a au moins 5 sortes de plantes différentes. Et donc, on a fait tirer des prix. Notamment, Espace pour la vie nous a concédé des billets pour aller visiter l'Espace pour la vie. Wow, OK. Le jardin botanique, et on a eu des super beaux jardins, puis on veut remettre ça l'année prochaine. Donc, on invite tout le monde à faire ça. Puis le défi fleuri, mais c'est magnifique parce que ça fait qu'on a des espaces pour pollinisateurs sur tous les terrains privés à travers la Chine, puis on veut augmenter ça. D'accord. Et en même temps, ça va tellement embellir notre quartier. Notre ville. Notre arrondissement. C'est super. C'est super, mais en tout cas, si on veut en lire plus sur le défi fleuri. Oui, aussi sur notre site web, gram.org, c'est facile à trouver, puis vous avez toutes les informations là, puis ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir. Super. Tout ça. Super. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Femke. Merci, Maya. Il me semble qu'on aurait pu encore parler 2 heures de plus, mais on va arrêter là. Bon. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Merci. Bonne soirée.